C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? La relève et la peste. Merci Francine. Alors, on y va. Et bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Grégory Vacher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai plein de choses à vous dire. Je m'appelle Grégory, c'est mon prénom. Vacher, c'est mon nom de famille. Voilà. Et je suis accompagné de Anne-Sophie Suppiot. Alors, des anecdotes sur Anne-Sophie Suppiot. Le prénom, c'est Anne-Sophie. Suppiot, c'est le nom de famille, mais également. Également, elle adore le bleu. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt. Oui, vraiment, sur la deuxième saison, on se prend moins la tête. On essaie de faire court et efficace parce qu'on a d'autres choses à faire. Moi, je gère une mini-ferme dans le Kentucky et Anne-Sophie, un salon de coiffure du côté de Bordeaux. Ça s'appelle comment déjà ? Coupe-tif, c'est le fameux quoi. Moi, j'adore les surnoms des salons de coiffure. Ouais, tu veux dire les enseignes, ouais, avec à chaque fois des jeux de mots un peu bizarres, ouais. Ouais, les surnoms quoi. Voilà, en tout cas, on est très content de vous retrouver dans cette caravane. Attention, il y a l'ordinateur qui se maroute parce que dans quelques instants, on va avoir quelqu'un avec nous au téléphone. On va parler de médias aujourd'hui avec Anso. Ouais. Un média un peu particulier, mais déjà, quand je dis média, je sais pas, toi, ça t'évoque quoi, Anso, dans ta vie aujourd'hui ? Est-ce que c'est un truc qui fait partie de ton quotidien ? Oui, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, soit via les réseaux sociaux, soit même via la télé. Moi, je suis encore une consommatrice du JT de 13h de TF1 de temps en temps. Oui, mais parce que moi, j'aime bien le côté je vais dans les campagnes. J'étais une fan de Jean-Pierre Pernaut, j'ai pas honte de dire. Et j'aimais bien cette ligne éditoriale qui était un peu plus proche des gens, je trouve. D'accord. Et puis, j'écoute des médias traditionnels comme la radio le matin. Et en fait, je fais un constat. Ah ouais ? Oui. Ah, c'est dingue. Ouais, ça m'arrive très souvent d'écouter France Info. D'accord. Voilà. Non, je te dis c'est dingue parce que moi c'est vrai que depuis qu'on n'est plus dans les médias, je crois que j'ai plus aucun média dans ma vie, quoi. Enfin, je te dis ça, j'écoute ça sous la douche et en ce moment la douche c'est doucement le matin, pas trop vite ce soir. Non, j'aime bien écouter la radio et en fait le constat que j'ai fait c'est que c'est toujours les mêmes infos en boucle. Ouais. Si tu regardes le JT, c'est la même info que tu as entendue le matin, traitée différemment, mais toujours un côté un peu alarmiste. Et donc j'aime bien parfois aller sur les réseaux sociaux et consommer du média un peu. Et justement, tu regardes quoi sur les réseaux, toi ? C'est genre tu suis Hugo Décrypte ? Je suis Hugo Décrypte. Déjà, je trouve que c'est quand même plutôt bien parce que c'est des bons résumés de l'actu. Ouais, après ça reste très light, quoi. C'est-à-dire que ça te demande un travail de recherche derrière si tu veux comprendre tous les tenants et les aboutissants, si tu veux pas t'arrêter juste à un gros titre. Mais je pense que c'est aussi le créneau que choisissent des mecs comme Hugo Décrypte, c'est se dire ok, je vous balance quelques infos faciles à comprendre en essayant quand même de vendre l'info de la manière la plus juste possible. Mais ça reste un truc de surface, quoi. Oui, c'est comme un fast-food, c'est de la fast news. Voilà. C'est beau. C'est une phrase, quoi. Non, en fait, je suis vraiment un média que j'aime beaucoup et dont on avait parlé quand on faisait notre émission de radio ensemble. C'est un média qui s'appelle La Relève et la Peste. Eh oui, c'est de ça qu'on va parler. Bah oui, Tu veux en parler maintenant ou tu me demandes moi quel est mon rapport aux médias ? J'aimerais qu'on parle directement de La Relève et la Peste. Non. Ok. Non, moi, c'est direct. C'est moi comme je m'attendais un peu à parler cette année. En fait, je vous dis la vérité, il fait 8 milliards de degrés et j'aimerais qu'on en finisse. Non, vas-y, c'est quoi ton rapport, toi aux médias et à la vie en général ? Si, comme ça. Non, je le disais, en plus, moi, c'est pas très intéressant. J'ai tout coupé, en fait. Je regarde rien du tout. Je regarde aucun média, que ce soit. Parce que c'était trop anxiogène pour moi. Mais je suis quelqu'un de sensible. Mais c'est normal que ce soit anxiogène, parce que ça l'est, en fait. Sur les médias traditionnels, c'est du bourrage de crâne qui t'incite à même, tu vois, quand t'es quelqu'un qui aime les gens, tu regardes les infos ou tu écoutes la radio et parfois tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Ouais. Et pourquoi les gens sont tous contre moi alors que c'est faux ? Ouais, t'as l'impression que le monde est dangereux, que les gens sont tous des connards. Voilà. Et heureusement qu'il y a des médias effectivement comme La Relève et la Peste. Quand je dis que je regarde zéro info, zéro média, c'est faux. Je regarde de temps en temps sur Instagram, mais c'est vraiment très très light. Et je suis déjà tombé sur des articles de La Relève et la Peste. Tu t'es pas fait mal ? Pourquoi ? Je suis tombée. Ah. Il fait chaud, ouais. Ça va être long cette saison. Je suis désolée, c'est l'insolation. Tu sais quoi, ça va être le moment de rallumer ton ordinateur puisque du coup, nous allons pouvoir prendre au téléphone la personne qui est notre invitée du jour et qui justement travaille chez La Relève et la Peste. Et je crois qu'elle s'appelle Laurie, c'est ça ? C'est ça. Bonjour Laurie. Bonjour tous les deux, ça va ? Bonjour. Ça va super. Nous, on est dans la caravane pour, j'ai envie de dire, attaquer sous les chapeaux de roue puisque là, il fait à peu près 47 degrés, je dirais. Donc, on est en pleine forme. C'est vrai qu'à l'heure où nous enregistrons... Ouais, c'est la canicule là. Du coup, c'est vrai que c'est moins agréable. Mais en tout cas, on est pimpant, on est content de vous retrouver. Mais vous avez l'air pimpant. Malgré la chaleur, ça ne se voit pas à l'écran qu'il fait très chaud. Ah ouais ?
Je pense que là, ça fait quoi 14 secondes qu'on parle, j'ai perdu 14 kilos. Petit vénard. Alors, Laurie, est-ce que tu peux déjà te présenter? C'est quoi le boulot d'une rédactrice en chef? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une Laurie? Et surtout, tu choses du combien? Alors, je chausse du 37, mais parfois je vais prendre la pointure au-dessus parce que j'ai les pieds un peu larges. D'accord. Et c'est une blague à part, je m'appelle Laurie Devove, je suis la rédactrice en chef du média indépendant et écolo La Relève et la Peste, qui a été créé en 2015 par Jérémy Carrois. On est à la fois un média et une maison d'édition. Moi, j'ai été pigiste avant d'être rédactrice en chef et j'occupe ce poste depuis 3 ans. J'ai commencé mes fonctions en même temps que la pandémie, donc c'était un exercice très intéressant de produire de l'information dans un pays confiné et dans un monde même confiné à l'époque. Et je réside dans les Landes parce qu'à La Relève et la Peste, on est ce qu'on appelle une rédaction éclatée ou nomade. On a fait le choix d'être libre de vivre où on voulait et ça me permet d'avoir des journalistes qui connaissent et qui habitent leur territoire plutôt que d'être une rédaction parisienne qui est soumise à beaucoup d'actualités, de jeux politiques et de certains rendez-vous annuels et qui n'a parfois pas les équipes compétentes sur place pour rester une vigie des territoires. Et nous, c'est ce qu'on veut être. Ah, trop bien. Et donc, du coup toi, t'es où en France? Dans les Landes. Moi, je suis dans les Landes. Je travaille à Angresse, donc pas très loin de Hossegor, Cabreton et tout ça. Ah ouais. Donc ouais, ça permet d'écrire des articles tout en faisant du surf. Exactement. Moi, personnellement, ça me permet ça. Et j'ai aussi un projet de jardin pédagogique associatif de 4000 m² à Cap-Breton avec une amie qui s'appelle le Jardin Cofaille. Et donc, ce jardin me permet d'allier les mains à la terre et le côté pratico-pratique à mon métier qui est plus intellectuel. Et quand on bosse sur un média comme ça, où il y a des journalistes un peu éclatés partout en France, ou même le personnel global est un peu éclaté partout en France, est-ce que c'est pas des difficultés pour justement tout ce qui est réunion de travail parce que là, par exemple, je suppose que dans les Landes, tu dois être un peu comme nous au niveau connexion Internet, c'est-à-dire que ça dépend s'il y a un nuage ou pas, quoi. Alors, effectivement, moi ça va, j'ai la chance de travailler dans un coworking où on a quand même le Wi-Fi. Wow. C'est pas toujours évident, comme vous l'avez vu, pour les réunions Zoom avec la vidéo parce qu'on n'a pas encore la fibre. Non, mais plus sérieusement pour l'organisation, c'est beaucoup de one-to-one. Moi, je prépare les sujets avec chacun des journalistes. Donc, chaque sujet, je fais un débrief amont avec eux et ensuite un débrief aval avant la publication et la mise en ligne de leur sujet. Sujet que je choisis ou qu'ils me proposent et qu'on valide ensemble. Et après, on essaye d'organiser des réunions physiques quand même de temps en temps pour tous se voir au moins une fois par semestre. Mais comme on est dans toute la France, c'est sûr que c'est une logistique, quoi. Ouais. Après, donc, c'est plutôt moi qui ai tendance à me déplacer, à voir les journalistes à droite à gauche pendant des missions, des événements ou des reportages que nous qui nous regroupons tous au même endroit. D'accord. Après, moi, je crois beaucoup à ce système-là, professionnel en tout cas. Parce que du coup, tes journalistes, ils vivent dans l'endroit où ils ont décidé de vivre, donc forcément, ils sont beaucoup plus heureux et donc, par définition, beaucoup plus performants, si je puis me permettre. Mais en tout cas, c'est nous ce qui nous a saoulés aussi avec notre vie d'avant, quoi. Disons qu'on a plus l'habitude de ça depuis toujours, de devoir faire un effort personnel pour pouvoir accéder à un métier qui nous fait rêver, c'est-à-dire quitter notre région pour aller à Paris ou autre. Mais l'inverse, c'est pas encore quelque chose de très répandu, de se dire que notre métier peut s'adapter à l'environnement qu'on choisit, c'est-à-dire campagne, ville, sud de la France, nord, Brésil, où on veut. C'est que c'est... je dis pas ça pour moi, mais c'est vrai que si je pouvais faire ce podcast depuis le Brésil, en habitant chez ma belle famille, ça m'irait. Ouais. Je serais assez content. Bref, aucune réaction de la part de mon PDG, de mon supérieur Anso. Donc tant pis. Je prends ça pour un non. On a des journalistes, j'ai des journalistes en Grèce, à Bruxelles ou en Amérique du Sud. Alors c'est vrai que dès qu'ils sont en Amérique du Sud, avec le décalage horaire, c'est plus compliqué pour les appels, mais on s'en sort. Souvent, c'est plutôt des contributeurs plus ponctuels quand ils sont un peu plus loin comme ça. Ouais, je peux comprendre. C'est intéressant. Moi, je savais pas que tu avais un peu des envoyés spéciaux, quoi, un peu partout dans le monde. Ouais, si, c'est assez chouette. Là, il me manque la Bretagne en ce moment. Je cherche des pigistes bretons. Petit appel. Le message est passé. On a beaucoup de pigistes. On est premiers sur les pigistes dans ce podcast. Donc, peut-être que ça va intéresser quelqu'un. Et ce média, comment tu le qualifies, en fait? Comment on dit que c'est un média pro-environnement, un média
Un média indépendant spécialisé dans l'écologie. Spécialisé dans l'écologie, d'accord. Et aujourd'hui, c'est possible d'être un média indépendant et de gagner des sous pour pouvoir justement rémunérer des journalistes, des reporters? Alors, c'est possible. On n'a pas le budget publicitaire de TF1, effectivement, mais on y arrive. Nous, on y arrive parce qu'on est aussi une maison d'édition. Donc, en fait, c'est la vente de nos livres. On publie et on édite des bandes dessinées, des livres-journaux et aussi des manifestes. On fait un livre-journal notamment chaque année. Là, on est en train de préparer le prochain livre-journal qui sortira fin novembre et dont je ne peux pas dévoiler la thématique tout de suite, je suis désolée. D'accord. Mais le précédent s'appelle Forêt. Et la particularité de ces livres, c'est qu'ils sont pas écrits par des journalistes, mais par des experts dans leur thématique. Donc pour Forêt, on avait une chercheuse en physiologie végétale, un botaniste, un mycologue, quelqu'un qui a tout quitté pour vivre une cabane dans les bois dans le Morvan. Enfin voilà, on a ce genre de personnalités qui écrivent pour nos livres. Et ça donne un livre de 320 pages où chaque chapitre est une histoire à part entière. Donc, les gens vont pouvoir vraiment comme ça se renseigner sur l'état des forêts en France. Là, on avait anglais quand même sur les forêts françaises pour ce livre-là. Et permettre aux gens de se faire une idée de ce qui se passe sur une thématique. Et du coup, nous, vraiment, tout notre financement, là, c'est exclusivement la vente des livres. On n'a pas de prêt, pas de subvention, pas de mécène. Donc, c'est très particulier comme modèle économique. On a quand même fait une campagne de financement participatif cette année pour la 2e fois depuis les 8 ans d'existence de La Relève et la Peste, sachant que la toute première campagne, c'était plutôt une campagne de pré-lancement du premier livre-journal, donc de pré-vente en fait, du premier livre-journal. Et là, c'était vraiment une campagne pour nous dire... justement, on veut avoir plus de correspondants locaux, donc on a besoin de plus d'argent pour rémunérer des journalistes terrain. Donc, si vous aimez la presse indépendante, soutenez-nous. Et ça a très bien marché. On a quand même 300 000 lecteurs uniques chaque mois sur le site internet maintenant, et on a pu lever 46 000 euros comme ça. Ah ouais. Ah ouais, ça commence à faire un petit truc pas mal. Et alors attends, parce que du coup, on déroge pas à la règle, même dans cette saison 2, on pose des questions un peu à l'envers. Mais moi, j'aurais voulu savoir, ça veut dire quoi la relève et la peste? Parce que la relève, il y a un côté hyper positif, la peste, un côté ultra négatif. Oh, ça dépend, la peste, ça dépend comment tu la vis. C'est une question de résilience. Bref. Non mais tu vois, il y a quand même un côté, c'est totalement les opposés. Mais en fait, c'est en référence au roman d'Albert Camus, La Peste, qui dit que quand un mal atteint un individu, il se propage vite à l'ensemble de la société. Et nous sommes donc la relève d'une société qui va mal, gangrénée par la peste capitaliste. Eh ben, c'est quand même vachement bien pensé. Hein. T'as pas pensé à Camus, toi qui l'adores? Bah oui, c'est vrai. C'est quoi déjà ton livre préféré de Camus, toi déjà? C'est Camus à la plage. Les fleurs. Camus à la plage et les fleurs, c'est meilleur. En tout cas, Laurie, tu disais qu'on pouvait on pouvait lire La Relève et la Peste sur votre site internet. C'est quoi vos moyens de diffusion? Il y a site internet, vous êtes beaucoup sur Instagram aussi? On est sur Instagram, on est sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Telegram, Twitter et LinkedIn. Mais on a surtout une newsletter et moi, si je devais faire une recommandation aux gens sur leur façon de s'informer, c'est de choisir leur contenu en souscrivant à la newsletter. C'est pas plus d'1 email par semaine. Ou alors, peut-être que le fil Telegram, c'est aussi une bonne façon de faire parce que du coup, c'est fait pas partie des GAFA, mais nous, on préfère ça. Parce que là, il y a eu un peu une perte d'audience sur Facebook. Il y a toutes les pages productrices de contenu, même les pages un peu plus classiques et traditionnelles qui ont énormément perdu en visibilité sur Facebook. C'est une stratégie assumée de Mark Zuckerberg depuis 2020 qui veut invisibiliser les contenus qui sont jugés trop politiques et inciter aussi les pages à utiliser la pub Facebook, donc à donner de l'argent encore plus à Facebook pour se faire connaître. C'est un peu de faire ça. Bah oui, de toute façon, c'est ce que fait Instagram aussi, mais bon, c'est la même maison, tout ça, donc forcément, il y a ça, il y a booster les publications, comme ça, tu mets la main à la poche pour que tu aies un peu plus de visibilité, et puis forcément, quand tu es habitué à avoir une certaine visibilité depuis quelques années, bah, tu peux être tenté de te dire, bah attends, je veux garder la même qu'avant, donc je vais payer. Il est pas folle la guêpe, hein. Marco, c'est fou. Et alors attends, Laurie, moi j'aimerais que peut-être qu'on sensibilise un peu parce que
en faisant une comparaison avec les médias classiques qu'on peut voir, tu vois, cette espèce de bourrage de crâne qu'il y a notamment sur des faits de société. J'ai pas spécialement d'exemple, mais non, mais les médias classiques, en tout cas, on les voit, c'est guerre, maladie, accident. Ça qui accentue un peu au racisme, à l'insécurité, etc. Comment, quand on est un média indépendant, justement, comment vous arrivez justement à inverser la tendance, justement, à happer les gens. Est-ce que déjà c'est votre souhait de diffuser des ondes un peu différentes que celles qu'on reçoit de la télévision quand on regarde le JT ? Alors, moi, je parle depuis toujours d'honnêteté intellectuelle. Je pense que, par exemple, là, tu parles du JT, c'est quand même très compliqué de dire en 1 minute 30, de traiter d'un sujet dans toute sa complexité. Si on parle de guerre, par exemple, on va parler du conflit israélo-palestinien. Là, c'est des décennies d'histoire qu'il faudrait retirer le fil à chaque fois. Et finalement, quand tu regardes un peu les JT, les chaînes d'infos en continu, souvent, ils vont parler de l'information. Voilà, il se passe ça, ici, là. Donc, un peu les 5 W du journaliste. Qui, que, quoi, pourquoi, comment, où. Et oui, mais en anglais, quoi. We, where, as, when, want. Ouais. Exactement. Parce que sinon, ça commence pas par W. W, Laurie. Je suis désolée de te le dire, mais tu nous déçois. Ouais, non, mais cette règle s'appelle comme ça. Je ne fais que répliquer ce qu'on m'a appris à l'école. Bref. Et du coup, en fait, t'as pas les causes, t'as pas l'analyse du pourquoi, du comment, de pourquoi il y a un conflit. Typiquement, quand le conflit russo-ukrainien a éclaté, moi, j'ai passé 12 heures à aller lire des rapports, chercher des politologues et des experts du sujet, etc., pour pouvoir faire un papier assez dense et précis sur, en fait, voici ce qui se passe et voici pourquoi ça se passe. Et souvent, au début, tout le monde était un peu perdu en mode, OK, il y a la guerre, mais pourquoi finalement on sait pas? Alors que si, en fait, si on va tirer un peu les fils et chercher des explications, on sait. Et c'est ça que nous, on essaye de faire à la Relève et la Peste. Pas dire juste écologiquement, écouter les alertes des rapports du GIEC, ça va mal, mais dire aussi pourquoi ça va mal, comment on a créé un système qui fait que ça va mal et que ça détruit la nature, et comment on peut changer et transformer ce système-là en quelque chose de plus pérenne. Oui, puis il y a quand même un côté positif dans la Relève et la Peste. C'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière aussi de super belles initiatives, de gens qui ont décidé de vivre autrement et qui, du coup, en lisant, attirent et donnent envie de faire exactement la même chose. Donc, il n'y a pas non plus que du alerte, on va tous mourir, la planète se réchauffe et c'est horrible, quoi. Ah non, et depuis le début, ce n'est pas l'idée. Rien qu'avec la maison d'édition, on a voulu parler d'écologie en proposant des livres qui soient pas seulement intéressants, mais qui soient aussi beaux esthétiquement et agréables à la lecture. Et c'est aussi ce qu'on fait avec le média, c'est qu'on veut prouver que l'écologie, loin d'être punitive, elle est en fait désirable, et que la société qu'on propose, qui est une société plus juste et plus écologique, c'est quelque chose d'ultra réjouissant et positif vers lequel on devrait pouvoir tendre tous et toutes ensemble. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu pas mal d'articles de vous, justement, qui parlaient de la low-tech, justement, le fait de quitter un peu les nouvelles technologies pour revenir sur des trucs plus classiques, quoi, plus simples. Il y avait aussi la sobriété heureuse. Vivre avec moins, se rendre compte que c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on doit subir, qui doit rendre triste, mais au contraire aussi c'est renouer avec des belles valeurs, et c'est aussi peut-être reconnecter avec le vivant et avec soi, tout simplement. Et tout ça, c'est vrai que en tout cas, c'est pas des choses qu'on trouvera sur TF1. Donc c'est intéressant de lire tout ça, parce que quand on peut avoir déjà des envies comme ça de changer parce qu'on se sent en décalage avec le monde dans lequel on vit. Si on ne quitte pas les médias classiques, ça va être très difficile de trouver des mains tendues et de l'inspiration, quoi. Et c'est justement à cause du modèle économique classique de ces médias-là qu'on ne trouve pas de tels discours dessus, en fait. Parce que eux, la plupart de leurs revenus sont tirés soit de la publicité, soit carrément de mécénat d'entreprises privées, mais en fait qui veulent nous vendre des choses. Donc ils vont pas dire on a besoin de moins, achetez moins, vivez dans des moins grandes maisons, et n'essayez surtout pas les objets connectés, puisqu'en fait eux ils passent des publicités qui ont pour but de vendre ces objets derrière. Donc c'est aussi ça qui fait que nous on peut se permettre d'avoir un discours beaucoup plus juste, je pense, et pragmatique, parce qu'en fait nous, notre modèle économique, il dépend pas de la quantité d'objets, de biens et de services en vente dans le commerce.
Oui, c'est vrai que forcément, dès que ton objectif, c'est de faire le plus d'audience possible pour vendre ta pub la plus chère, ben forcément, tu vas faire du sensationnalisme et tu vas faire en sorte que les gens restent accros. C'est un peu là-dessus que jouent aussi beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui, quand on pense à TikTok ou quoi, même si c'est pas forcément axé sur l'information. Il y a ce côté remplissage de cerveau avec des images choc. Après, on met ce qu'on veut derrière le mot choquant. Hein. Des fois, c'est violent. Des fois, c'est juste de très mauvais goût. Des fois, juste, il y a de la lumière partout. Mais du coup, nous, on est là, les yeux qui clignotent, la bave au coin de la bouche, et puis on enchaîne les vidéos. Est-ce que t'es sale aussi? Et ouais, moi je bave souvent déjà de base. Mais c'est comme ça que derrière, il y a des organisations qui se font un max de thunes. Et nous, on est vraiment juste là, consommateurs, et on encourage tout ça, c'est ça qui est triste. Oui, sans même s'en rendre compte. Alors qu'ouvrir les yeux là-dessus, c'est pas mal aussi. Et comment vous choisissez vos sujets, Laurie? Tu vois, par exemple, on a regardé un petit peu avec Greg tout à l'heure. Parfois, vous faites la lumière sur un couple, parfois sur des jeunes Américains. Parfois, comment tu les choisis, tes sujets? Est-ce que c'est un travail d'investigation des pigistes, justement, qui sont un peu partout à travers la France et le monde? Si je peux me permettre, t'es pas la meilleure attachée de presse. Hein, parce que dire, ils ont fait un article sur un couple. Waouh! Sur des Américains. Waouh! Sur des chaussures. Je rêve de faire un article sur des Américains, moi. En couple? Oui. Les Américains, pour en parler, c'est vrai que c'est tout simplement parce que c'est une décision de justice un peu historique. C'est la première fois que 16 jeunes plaignants ont réussi à faire reconnaître qu'une loi qui promouvait les énergies fossiles dans l'État du Montana était en fait anticonstitutionnelle parce qu'elle mettait en danger leurs droits à un environnement sain. Donc ça, on espère que ça va faire jurisprudence sur tous les litiges similaires dans le monde entier. Et c'est vrai que les questions de justice sociale et climatique, c'est quelque chose qu'on suit avec beaucoup d'intérêt à La Relève et la Peste, parce qu'en fait, les multinationales le savent tout. Hein, tant qu'un texte de loi n'est pas contraignant, et ben globalement, c'est très bien de prendre des engagements pour essayer de maintenir une planète habitable en dessous de 1,5 degré de réchauffement. Et là, ça y est, c'est trop tard, on l'a dépassé. Donc, on va juste essayer de limiter la casse au cours des prochaines années. Donc ça, c'est vraiment important quand il y a des décisions de justice qui se passent comme ça, parce que souvent par les tribunaux qu'on peut régler des sujets de société. La problématique étant que ce sont des temps qui sont souvent très longs pour être appliqués. Du coup, typiquement le couple, je pense que tu parles du coup d'Anthony et Zoé qui ont transformé 7 hectares ravagés par l'agro-industrie en paradis permacole. Et ben ça, c'est génial parce que ça montre aux gens que à la fois on peut se battre sur le terrain, à la fois on peut essayer de changer les choses par son mode de vie, et puis à la fois on peut essayer d'aller dans les tribunaux pour faire plier des multinationales. Donc voilà, on n'est pas impuissant en fait. Et je pense que c'est un peu ça le danger des médias classiques qui nous tabassent de l'information comme ça en continu, non-stop, avec tout ce qui se passe dans le monde. En fait, on est bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc effectivement, il se passe énormément de choses tout le temps. Elles sont pas toutes positives. Ça veut pas dire qu'il faut déprimer et on doit tous et toutes se sentir abattus. Bien au contraire, ça veut dire ok, voilà quels sont les problèmes de société, voici ce que moi qui m'anime en tant qu'individu, et voilà grâce aux médias indépendants les volets d'action où je peux agir. Ouais. De toute façon, c'est propre à l'être humain de balancer, tu vois, sur les médias classiques, tout ce qui est grave, un jeune enfant qui s'est noyé, etc. Enfin, c'est quand même nous, on roule sur la route, on va arriver à un déjeuner, on va dire j'ai vu un accident. Plutôt que de dire j'ai croisé un super beau papillon. Oui, il y a un côté vendeur, le négatif, on aime bien relayer le négatif. Je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais en tout cas, ce qui est un peu triste, c'est que quand on se sent justement un peu acculé par tout ça, impuissant, qu'on se dit ok, le monde part en sucette, et justement on n'entend parler que de guerre, de crimes, et on entend en plus vite fait, parce que les médias traditionnels peuvent en parler vite fait, même s'ils en parlent mal, du réchauffement climatique. Donc on entend aussi que cette planète, elle arrive au bout de quelque chose. Malheureusement, je me dis que pour beaucoup, la réaction, ça peut être du coup faire des choses pas forcément très bonnes, mais parce qu'on n'a pas d'autre choix. Par exemple, les gens qui vont aller 2 fois plus prendre l'avion, 2 fois plus en vacances, parce qu'ils sont tellement justement dans cet esprit anxiogène qu'ils vont se dire j'ai envie de me faire du bien. Et pour se faire du bien, ils vont prendre l'avion 5 fois par an, ou ils vont aller dans des temples de la surconsommation, des gros parcs d'attractions, acheter plein de trucs en plastique, ou alors surconsommer dans la vie de tous les jours, s'acheter plein d'objets juste pour aller chercher ces shoots d'adrénaline, de plaisir, parce que justement ça va plus et que j'ai besoin de me sentir vivant. Et tu vois ce que je veux dire? Et je me dis que quand tu rentres dans ce circuit-là,
c'est un peu difficile de te faire sortir la tête de l'eau et de te dire attends, ça va aller, tu peux aller bien sans rentrer dans ce système-là de surconsommation, sans mettre la tête dans le sable. En fait, il y a quand même des études économiques qui prouvent que passé un certain niveau de vie, on ne gagne pas plus en bien-être moral et individuel. Donc quand on atteint un certain seuil de richesse qui correspond grosso modo au seuil de richesse d'un Français moyen en vrai, donc pas de quoi partir en voyage 6 fois par an en avion normalement. On est en fait globalement, nos besoins, nos désirs sont satisfaits et du coup vient alors la notion de sens. Et ça c'est un débat philosophique entre l'individu, ce qu'il pense qu'il doit avoir, et puis l'ennui qui arrive une fois qu'il obtient ce qu'il voulait. Et moi, je trouve que l'écologie, elle permet quand même ça, elle permet de redonner du sens à son quotidien, parce que tu dis que tu fais quelque chose qui te fait du bien à toi, qui fait du bien à ton environnement immédiat, à tes proches, et qui va avoir aussi des répercussions positives à long terme. Maintenant, c'est vrai que la dopamine et les réseaux sociaux et l'immédiateté, l'instantanéité, c'est des choses qui font du buzz ou qui vendent du rêve peut-être sur le papier, mais en fait en soi on regarde qu'il y a aussi beaucoup de perte de sens, beaucoup de dépression, beaucoup de gens qui vont mal concrètement, et là j'ai juste qui vont mal psychologiquement, mais qui vont aussi mal dans leur corps parce qu'on est exposé à de la pollution, à des perturbateurs endocriniens, etc. Le fait de voyager 5 fois par an dans des destinations à l'autre bout du monde, là, de toute façon, on arrive à un tel état de dégradation de la planète que franchement, je suis pas très sûre que d'ici les 10 prochaines années, ce soit vraiment beau ce qu'on est à voir à l'étranger, en fait. Parce qu'on va voir quoi? On va voir des plages jonchées de plastique, on va voir des feux de forêt de plus en plus forts et de plus en plus grands, ou alors des tempêtes et des inondations de plus en plus fortes et de plus en plus grandes. Donc, au bout d'un moment, ce côté de l'évasion, de l'ailleurs, pour sortir d'un quotidien qui ne correspond pas aux aspirations personnelles des gens, on voit bien que c'est une promesse irréalisable, pas dans un environnement dégradé comme celui-ci. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à prendre conscience que la façon d'enrichir et d'aggrader notre quotidien, c'est la meilleure façon pour se garantir une sécurité sanitaire heureuse et pleine de sens, tout simplement. Qu'est-ce que tu parles bien? On dirait Camus. Mais dans le livre Les Fleurs, Ouais. pas dans Camus à la plage. Dans Camus à la plage, c'était essentiellement du coloriage. Il n'y a pas vraiment de phrase. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un truc, tu vois, moi je découvre ça jour après jour, le bien que ça peut faire de se reconnecter juste à la nature et dans le sens de prendre soin de ce qu'on a déjà autour de soi, tu vois. Déjà se dire, ça commence des fois avec là on est encore dans la saison, on récolte à fond les légumes, voilà, tu t'es occupé de ton potager, tu as fait en sorte de comprendre un maximum de choses pour pas mettre justement de produits chimiques, tu t'émerveilles aussi de ce que tu vois, de voir comment fonctionne la nature, du rôle de chaque insecte, etc. Et des fois tu peux te dire, enfin en tout cas pour moi, je peux me dire ok, tout ça c'est très beau et j'essaie de prendre soin de la vie qu'il y a même dans mon jardin, quand je vois les parties que je laisse comme ça, sans tondre, etc., pour que la vie puisse s'y développer. Tu dis ok, très bien, mais au final, tu peux aussi être tenté de te dire ça n'a pas beaucoup d'impact, quoi, tu vois. Est-ce que je fais pas ça pour rien des fois, tu vois? Est-ce que je suis pas en train de vivre mon truc égoïstement? On fait jamais ça pour rien. On fait jamais ça pour rien parce que le GIEC le dit, chaque espèce animale et végétale compte, chaque individu de chaque espèce animale et végétale compte. On parle de certaines populations, je pense aux orques résidentes du Sud, dont l'une de leurs congénères, Lolita, de son vrai nom Tokitae, vient de décéder là après 52 ans de captivité dans le plus petit bassin d'orques du monde. Alors qu'elle devait être relâchée dans la nature. Donc là, résultat, ils sont plus que 73. Et si on perd encore quelques individus seulement, on atteint le seuil de nombre d'individus de l'espèce qui fait que ce sera plus renouvelable leur pod, c'est leur famille pour les orques. Donc toi, en fait, quand dans ton jardin, tu es en train de sauver des coléoptères, des insectes, des auxiliaires de culture, mais aussi des ravageurs, des espèces végétales, des semences paysannes qui n'ont pas été génétiquement sélectionnées pendant des dizaines d'années pour obéir et être soumises aux principes de l'agro-industrie, mais qui sont en fait ces semences paysannes beaucoup plus résistantes et résilientes face aux maladies et face au changement climatique. C'est hyper important tout ce que tu fais, quoi. Même si oui, ça se dégrade autour. Et plus on sera comme ça, nombreux,
à essayer de prendre soin déjà d'un petit bout de terrain, de nos relations sociales, des gens qui nous entourent, et plus ça va faire tache d'huile et ça va se répandre au reste de la société. Évidemment, les enjeux sont immenses et on peut pas tout résoudre à soi seul, mais en formant cette espèce de chaîne où chacun trouve ce qui l'anime et où chacun fait une petite part, c'est un peu le truc du colibri. Il y en a beaucoup qui rigolent de ça, mais en fait, c'est vrai. Il y en a qui vont militer, qui vont aller sur le terrain, qui vont s'engager dans le social, qui vont démanteler des méga-bassines à Sainte-Soline. Et puis, il y en a qui vont reproduire les semences paysannes. Il y en a qui vont sauver les cétacés du golfe de Gascogne. En fait, il y a tellement de choses à faire que franchement, il n'y a plus qu'à choisir. Ouais, c'est ça. Ça va forcément passer par un travail d'équipe, en fait, tout ça. Parce que même quand tu es en train de sauver, enfin même quand tu es sur le terrain en train de bloquer un aéroport ou peu importe pour des causes très justes, on a quand même besoin pendant ce temps, ne serait-ce que d'humains qui sont là pour les autres, de bienveillance, d'amour aussi pour permettre à d'autres d'avancer. Et pendant que certains sont là parce qu'ils travaillent dans le social ou peu importe et qui donnent de l'amour, on a aussi besoin justement de gens pour aller s'engager et faire secouer les choses. Mais c'est vrai qu'en tant qu'individu, des fois tu dis putain, j'aimerais bien faire tout ça à la fois quoi. Ouais, mais ce qui n'est pas possible. Il faut pas se dire qu'il faut tout faire à la fois, il faut juste choisir un truc et se dire bah voilà, moi ceci est mon contexte socio-économique, on n'aura pas le même temps et les mêmes disponibilités quand une mère célibataire de 2 enfants en cité, tu vois, ou qu'on est un jeune urbain la trentaine qui gagne bien sa vie en fait, tu vois, on n'aura pas le même temps et pas les mêmes disponibilités pour faire les choses. Donc faut pas se fustiger, faut pas développer le syndrome du sauveur ou au contraire un complexe d'imposture ou d'illégitimité. Il faut juste se dire, je vais faire du mieux que je peux selon ce qui me passionne et ce qui m'anime, et ce sera déjà extrêmement bien, en fait. Et tu vois, tu parlais de lien social. Moi, je pense qu'on nous pousse de plus en plus à nous enfermer dans des bulles numériques. Le Covid, ça a été un peu l'apothéose de ça, parce que du coup, on était tous devenus des QR codes. Je suis pas là pour critiquer la politique sanitaire du gouvernement. Ça, vous pouvez lire tout ça sur La Relève et la Peste. Par contre, je pense qu'en termes d'impact sociétal, ce qu'on a perdu durant ces 2 années, un petit peu de mise à distance, de mise au banc des individus les uns des autres, c'est énormément de cohésion sociale et d'unité. Et on l'a vu là dans les émeutes. Les révoltes plutôt des banlieues, c'est très jeunes gens souvent qui étaient pas âgés de plus de 12 ou 14 ans qui allaient dans la rue parce que eux ils sont sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux tous les jours? Ils voient un monde de luxe, de jets privés, de fringues de marque et de bijoux auxquels ils n'auront très sûrement et trop probablement jamais accès en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enferme les gens derrière leur téléphone pour les faire rêver devant des trucs qu'ils n'auront jamais. Et franchement, il y a de quoi devenir dingue. Et c'est pareil pour les parents et les familles. Pourquoi il y a de plus en plus de violences conjugales ou de séparation? Parce qu'en fait, on a construit toute la société française autour de la famille, donc 2 adultes et 2 à 3 enfants, en disant on a 2 adultes qui doivent travailler, ramener l'argent à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper d'eux, être heureux, être fort en yoga, être fort au boulot, avoir une famille heureuse et faire du zéro déchet. Mais en fait, c'est impossible. C'est impossible pour les gens ce qu'on leur demande de faire individuellement. Et c'est pour ça que l'associatif, les projets écologiques, ça recrée aussi des liens de communauté que nous, en France, je pense, on a oublié. En tout cas, pour les gens qui ont plus la chance d'habiter sur du transgénérationnel, comme c'était le cas il y a seulement une 60aine d'années. Et je voulais te demander, Laurie, si tu me permets, qu'on parle un peu de toi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es rédac chef d'un média comme La Relève et la Peste? Est-ce que tu es une personne qui est sensibilisée justement aux causes environnementales depuis longtemps? Est-ce que tu as eu un déclic un jour? Ça s'est passé comment? À la base, je suis journaliste reporter d'images parce que je voulais faire du documentaire animalier. D'accord. Donc, dans ma précédente vie professionnelle, j'ai travaillé 6 ans dans une agence de production audiovisuelle à Paris avec cet objectif-là. Et en fait, en m'intéressant à la faune sauvage et à l'état de la faune sauvage, je me suis aperçue que le meilleur moyen de l'aider, c'était de la laisser tranquille. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'écologie. J'ai notamment lu un livre de Claude Lorius, c'est un célèbre glaciologue qui s'appelle Bienvenue dans l'ère de l'Anthropocène, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité et la gravité du changement climatique. Et du coup, après ça, j'ai décidé de devenir journaliste spécialisée en écologie. Et j'ai commencé à piger pour La Relève et la Peste alors que je préparais une web-série sur la transition agricole et alimentaire.
parce que pour moi, les besoins fondamentaux, et pour les scientifiques du GIEC aussi d'ailleurs, c'est la meilleure façon de les assurer de façon pérenne, c'est la meilleure façon de créer et d'organiser une société pérenne. Donc en l'occurrence, se nourrir, se loger et puis être en bonne santé, les trois sont intrinsèquement liés et peuvent déboucher de grandes portes. À l'époque où j'avais lancé cette web-série, il y allait avoir les renégociations de la politique agricole commune, donc j'avais un agenda politique précis en tête. Il se trouve que malheureusement, le projet n'a pas pu voir le jour avec la chaîne qui était intéressée pour l'acheter. Et que entre-temps, je suis devenue effectivement rédactrice en chef de La Relève et la Peste, et que ça, c'est un métier à temps bien plein. Donc, j'ai laissé la web-série de côté pour me concentrer sur la ligne éditoriale de La Relève. Et ben, dis donc, il en a sous le pied. Et justement, moi, je veux bien croire que tu as un emploi du temps rempli, et surtout quand on voit le rythme auquel vous publiez tout ce que vous publiez. Par contre, est-ce que tu as du temps quand même pour garder ce lien dont on parlait avec la nature? Est-ce que tu as du temps encore pour vraiment penser à rien, te balader, marcher en forêt? Je sais pas si tu as des activités comme ça que tu aimes bien faire. Le bowling. Complètement. Le piloter des jet skis, j'adore. C'est comme lui. Je blague à part. Non, vraiment, on s'est organisé pour dégager du temps. On s'est dit que ce qu'on prône, il faut essayer du mieux possible de l'incarner. Donc chacun a le droit de vivre là où il veut. Les journalistes pigistes sont aussi très libres dans leurs emplois du temps et leurs évolutions personnelles. Donc, s'ils veulent arrêter d'écrire pendant, 6 mois, 1 an pour se concentrer sur d'autres projets, moi, il n'y a pas de souci. Ils vont, ils viennent, on s'arrange. Et moi, personnellement, je suis à la semaine de 4 jours avec La Relève et la Peste. Donc, j'essaye autant que faire se peut de ne pas travailler le vendredi. Et ce qu'il me laisse du temps pour co-créer le fameux jardin Cofaille de 4000 m² à Cabreton. Et ce jardin-là, c'est pas juste un lieu isolé, il s'inscrit au sein de tout un maillage territorial que je mène un peu là dans les Landes depuis 2019 avec plein d'autres associations de jardins partagés, de fermes, de paysans. Donc oui, je dégage beaucoup de temps dans ma semaine pour nouer des liens sur le territoire, pour co-créer avec des collectifs différents. Et puis aussi pour me faire du bien, ça a été un peu une leçon de vie que j'ai appris là en mai-juin. Je me mettais énormément de pression. Je reste un être humain comme tout le monde, donc je me mettais beaucoup la pression avec mes objectifs de La Relève et la Peste, du jardin Cofaille, etc. Julie, la co-créatrice du projet, elle s'était absentée 1 mois, donc ça est malheureusement tombé au moment où les bénévoles, avec le retour du soleil, préféraient aller surfer que jardiner. On ne leur en veut pas, ça se comprend. Et moi, du coup, j'ai taillé avec la mise en place du jardin, c'était la première année, les plans potagers, la guerre contre les limaces de façon permacole, etc. Donc, ça a été très intense et je me suis tellement fatiguée que j'ai eu un accident de voiture qui m'a un peu remis les idées à l'heure. Et du coup, je me suis dit, en fait, le rythme biologique du vivant, c'est aussi mon rythme humain à moi que je dois respecter. Et donc, j'essaye de faire plus attention à ça là maintenant cette année. C'est les limaces qui t'avaient coupé les freins? Ah ouais, c'est les limaces qui avaient piloté tout le système de la voiture. La guerre terrible. contre les limaces, c'est les pires. Mais d'accord, ouais, donc ça veut dire que tu étais arrivé à un point d'épuisement où il fallait un petit peu penser à aussi, justement, on parle d'émerveillement, on parle de plaisir, c'est pas des gros mots, quoi. On a besoin de ça aussi pour continuer à mener notre barque. Exactement, voilà, des temps de repos en fait. Moi, c'est ce que je m'accordais pas du tout. C'est à partir du moment où je me levais, je ne m'asseyais pas pour me reposer dans la journée. Tu vois, je continuais à faire tout ce que je devais faire jusqu'au coucher. Que ce soit des projets, tu vois, que ce soit des activités sportives, plaisir, des temps sociaux ou le jardinage, ou aller rencontrer des acteurs de la région, ou travailler pour La Relève et la Peste. Donc j'étais très dans mon rythme comme ça, et c'était un rythme qui était un peu trop intense. Donc tu vois, on se fait toujours un peu rattraper par son désir de grandeur quelque part. Il faut lutter contre en permanence. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que on s'en rend compte aussi, nous, à notre petite échelle, mais t'as beau changer de vie, il y a des choses qui te pourrissaient un peu la vie avant, que tu penses avoir laissé derrière parce que t'es plus à Paris, t'es plus dans ce système qui a besoin d'engranger de l'argent, etc. Et en fait, tu te rends compte que ça peut vite revenir. Par exemple, ce désir de perfection.
sans que tu t'en rendes compte, justement, même si tu es aligné avec ce que tu es aujourd'hui et que tu travailles dans un truc qui te fait vibrer, bah attention, parce qu'il peut toujours y avoir ce petit truc de vicieux. je peux faire mieux, et ça c'est pas assez, et attends, on aurait dû publier sur Instagram à telle heure parce que là on n'a pas assez de visibilité. Et en fait, tu dis, mais merde, je suis en train de tomber dans un nouveau piège. Et ça demande une remise en question permanente qu'il n'est pas facile d'avoir tout le temps, je trouve, dans sa vie. Bah, en fait, ça demande, je pense, du soin de soi. Et un peu bizarrement, je trouve que c'est quelque chose fait. Il y a beaucoup de tendances bien-être, yoga, machin, etc. en ce moment-là. Mais si tu regardes ce qu'on te propose, c'est souvent de la performance. Genre, apprenez à faire des handstands en 28 jours ou vous voulez prendre soin de vous, soyez galbés grâce à ces exercices physiques en seulement 3 semaines. Enfin, tu vois, on reste même dans nos loisirs, dans des discours marketing qui sont des discours de la performance. Tu vas pas juste apprendre un instrument de musique pour te faire plaisir. Tu vas apprendre un instrument de musique pour devenir super fort et connaître plein d'accords comme les pros en seulement 6 mois. Bah non, en fait, les pros, c'est des pros parce que ils font ça depuis qu'ils sont petits et ils le font toute leur vie. Et c'est de la régularité, c'est de la constance. Et en fait, on se laisse plus de marge de repos, on se laisse plus de marge d'erreur et de progression. Ça, je pense que c'est très français en vrai. Ce côté, on y va, on n'a pas le droit à l'erreur. Je pense que dans d'autres sociétés occidentales, c'est connu qu'aux États-Unis, par exemple, eux, ils ont plus ce discours d'échec qui fait partie du progrès, tu vois. Que nous, en France, on l'a pas. L'échec, on n'en parle pas. Faut tout réussir, tout bien. Faut aller dans les bonnes écoles dès le début, faire le bon parcours dès le début. Et après seulement, t'as le droit de raconter ce qui t'est arrivé. Et c'est vrai que du coup, ça se retranscrit, je pense, vachement sur nous, Français, la façon qu'on a d'organiser nos loisirs ou nos temps du quotidien. Et je rebondis là-dessus justement parce que ça me fait penser un peu à Instagram, qui est un peu le temple de tout ça, de gens qu'on te montre sous leurs meilleurs jours. La relève la peste, quand tu parlais de la newsletter, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce biais-là d'information, mais c'est vrai que ça me paraît le plus sain aussi pour ça, parce que sur Instagram, t'as beau suivre des comptes qui t'inspirent ou qui t'informent, les algorithmes sont faits de telle sorte que forcément tu vas avoir des trucs sous les yeux que tu n'as pas désiré, mais tu vas te faire choper un moment par un truc et ça va te démonter le cerveau. Et moi je me demande si même trop d'informations, ça tue pas l'information. C'est-à-dire qu'Instagram, ça devient du coup un fourre-tout, ou même quand tu t'intéresses à des causes très nobles, très utiles, tu vas tellement en prendre plein la face, ne serait-ce qu'en 10 minutes, que ça dépend peut-être, c'est propre à chacun, hein, ça dépend peut-être de ta sensibilité, de ce que tu es capable d'encaisser ou pas. Mais moi, des fois, je ressors rincé, quoi. J'ai juste une envie, c'est éteindre pendant un mois, quoi. Oui, et puis en fait, finalement, quand tu regardes le geste là, qu'est-ce que je fais ? Je regarde mon téléphone. En fait, concrètement, je fais rien. Donc, tu vois, ça nous épuise de thématiques et de sujets hyper variés et hyper différents. Mais en fait, concrètement, ça nous prend du temps de vie où on ne fait rien, où on ne fait que subir des informations qu'on n'a même pas forcément choisi de recevoir. Même si tu suis certains comptes précis sur les réseaux sociaux, c'est comme tu dis, tu as toujours ces pubs, ces contenus sponsorisés qui pop-up sur ton écran. Et moi, je suis comme tout le monde, hein. Je vois une vidéo de chaton mignon, je la regarde. Moi aussi, j'adore. Sûr, tu vois. Donc, c'est aussi des fois, il vaut mieux juste pas allumer le téléphone et se concentrer sur soi et sur son entourage que de se dire, je vais apprendre des choses sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Et il y a des timers, hein, maintenant. On peut limiter nos temps d'activité. Moi, j'ai limité Instagram à 20 minutes par jour, par exemple. D'accord. Ah ouais, ça me semble pas être énorme du tout, du coup, 20 minutes. Non, parce que ça passe très très vite. Je vous encourage tous à regarder votre temps d'écran, parce qu'on peut le faire très facilement maintenant dans les menus, et t'arrives très vite à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu fais comment c'est possible ? T'as pas du tout l'impression. Et puis du coup, tu te sombres dans une forme de culpabilité de j'ai perdu tellement de temps en faisant ça qui m'est totalement inutile. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis très vite, tu deviens comme moi, flasque, sans enfant, pas marié, au chômage. Et tu deviens un rejet de la société. Bonsoir. Oui, alors, tu vois, ça c'est important ce que tu dis. Les mots que tu as utilisés, c'est pas tes mots à toi, je pense. C'est les mots que la société nous renvoie en tant que jeune femme. Il faut qu'on soit en couple, de préférence avec un mec. Si t'as plus de 30 ans, il faut que t'aies des gamins, sinon t'as loupé ta vie de reproductrice accomplie. Et si t'es pas propriétaire, t'es vraiment un noob du capitalisme, tu vois. Mais tu sais, Laurie, en vrai, c'est quelque chose. Tu peux choisir de vivre différemment. Oui, bien sûr. Puis c'est quelque chose que j'adore dire, que je suis tout ce que la société rejette parce que j'ai pas d'enfant, j'ai 40 ans, je suis au chômage, je suis pas propriétaire. Enfin, tu vois, c'est pas du tout ce que la société normalement attend. Et en fait, j'adore le dire. Et j'adore être fière finalement
d'être une sorte de marge, d'être en marge, quoi. T'es une marge, même. Hein, T'es je suis une marge. On a envie de t'écrire Avec dedans. le trait rouge. Non, mais pour justement rebondir là-dessus, c'est pour ça que ne serait-ce que là, tu vois, pendant qu'on parle depuis le début, je re-regardais un petit peu le compte Instagram de La Relève et la Peste. Et c'est pour ça que ça fait du bien de lire des choses différentes et de sortir de tous ces dictats-là, de sortir de toutes ces conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, si on le peut. Informons-nous, je crois, différemment. En tout cas, une fois de plus, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi, c'est sûr et certain qu'il faut que je fasse différemment. Donc, c'est pour ça que la newsletter, ça peut être super. Parce que, par exemple, sur La Relève et la Peste, on peut apprendre des trucs hyper utiles et absurdes aussi. Par exemple, à Carnac, ça c'était en juin, à Carnac, 38 menhirs ont été détruits pour construire un monsieur bricolage. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'on détruise comme ça une marque du temps, de l'histoire, juste pour un magasin dans lequel tu vas venir acheter du placo-plâtre, quoi. Alors que t'en trouves aux alentours, j'imagine, des magasins qui en proposent, quoi. C'est ça l'absurdité. Alors là, pour défendre un petit peu le sujet, c'est précisé dans l'article, mais moins dans le titre. Et du coup, par honnêteté intellectuelle, je me sens obligée de le préciser. C'était pas des gros menhirs qu'on imagine Obélix porter sur son dos. Mais on le voit sur la photo. C'est vraiment des petits menhirs que le gars a pris pour des murets en pierre, en fait. Et du coup, ils n'avaient pas été bien classés. Ils ont été déclassés par l'agence territoriale qui s'occupe de préserver le patrimoine matériel. Et donc, ils avaient déclassé les menhirs, donc il a eu l'autorisation. Bref, il y a eu une micmac administratif, c'est l'erreur est humaine, qui font que ces menhirs ont été détruits. D'accord. Suzanne, par exemple, alors là, Suzy. je pense qu'elle va te faire rêver parce que ça peut être toi. Elle a 91 ans, elle vit seule. Tu vois, déjà, ça, c'est toi. C'est moi, ouais. Sur l'âge, à 2 ans près. Ouais. Sans eau courante ni électricité. Ni électricité constante, parce qu'elle a un petit système, je crois, dans un ruisseau qui fait que quand il y a de l'eau, ça lui produit de l'électricité, et dès qu'il n'y a plus d'eau, voilà. Et elle est hyper heureuse. Je sais plus où elle est, dans les Vosges, ouais, c'est ça, cette Vosgienne. C'est super de lire des portraits de gens comme ça. J'adore cette Vosgienne. Et puis, c'est exactement ça, en fait. C'est aussi un peu ce qu'on essaye de faire à La Relève, c'est de montrer les différents parcours de vie, les différents modes de vie, et de montrer que la simplicité et la sobriété, quand elles sont choisies et voulues, c'est un cadeau parce que c'est une tranquillité d'esprit, en fait. Bah oui. On n'est plus encombré de toutes ces choses qu'on s'impose au quotidien. il y a évidemment l'article sur le couple aussi et sur les Américains. Oui, mais tu te moques de moi, mais Laurie, elle lit en moi comme dans un livre ouvert et elle a tout à fait compris. Moi, en tout cas, je suis hyper contente, Laurie, de t'avoir écouté dans ce podcast aujourd'hui parce que c'est un média que je suis depuis longtemps. Enfin, on vous avait déjà mis en avant à l'époque où on faisait de la radio et je trouve que c'est vraiment un média hyper cool, très utile, hyper intéressant. Donc, moi, j'aimerais savoir comment on peut vous aider, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes participatives qui arrivent comment on peut mettre en avant La Relève et la Peste? Eh ben alors, la meilleure façon de nous aider, c'est de vous inscrire à notre newsletter, un email par semaine, pas plus, et évidemment d'acheter nos livres et surtout de ne pas manquer la sortie du prochain livre journal qui aura lieu fin novembre. Là, c'est vraiment un bijou qu'on est en train de faire, donc j'ai vraiment trop hâte de vous le dévoiler. J'ai rencontré pas mal de scientifiques pour ce livre-là et je pense que ça va bien parler à tout le monde cette année. Et je me demandais, désolé, j'ai une petite dernière question comme ça, mais pour avoir justement, parce que ce média m'a l'air, et puis c'est confirmé maintenant qu'on en reparle avec toi, tu vois, mais je sens qu'il y a une certaine intelligence là-dedans, dans le sens où il y a beaucoup de justesse. Je sais pas comment dire, mais même dans les médias très engagés, des fois l'ego peut prendre le dessus, je pense, et on peut être tenté, consciemment ou non, d'aller dans le putaclic ou d'être donneur de leçons, etc. C'est pas ce que je ressens en tout cas de ce que j'ai lu, mais je me demandais, est-ce que ça demande pas non plus un effort de faire une espèce d'écologie intérieure aussi quand on travaille dans ce genre de médias, pour faire attention à ce que chacun reste bien à sa place et qu'il n'y ait pas de problème d'ego et qu'on soit capable de se remettre tous en question? Ça doit pas être facile, ça. En vrai, moi, j'ai de la chance. Mon équipe, c'est que des gros gentils. Tous mes journalistes, ils sont hyper adorables. On a vraiment une bonne capacité d'écoute. Pour moi, j'ai des collègues de rêve, quoi. Il y a que de la bienveillance et de l'ouverture entre nous les uns les autres. Moi, c'est aussi quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en place, justement parce que on est loin et qu'on est une rédaction nomade. Je veux m'assurer que tout le monde se sent bien dans le cadre du travail ou de ses missions pour La Relève et la Peste et qu'ils se sentent pas abandonnés ou isolés, parce que malheureusement, ça peut aussi être le côté négatif de vivre tous chacun dans son territoire.
si on n'est pas bien entouré sur son territoire. Et du coup, on n'a plus non plus ce côté relation professionnelle qui vient nous aider dans le quotidien. Et puis le propre d'un journaliste, c'est de savoir qu'il ne sait rien, puisqu'il va interroger les personnes qui savent, qu'il va interroger les scientifiques, les militants, les acteurs, les paysans, etc. Et l'humilité, dans sorte, elle est déjà là, puisque pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va trouver les bons interlocuteurs qui savent des choses, mais ce n'est pas nous. C'est une super réponse. C'est un sacré bout de femme, cette Laurie. Hein. Non, c'est super. Merci, en tout cas, c'est gentil tout ce que vous dites, ça me touche beaucoup. Non, mais en tout cas, ça sent la sincérité une fois de plus. Et je pense que c'est souvent comme ça que se produit un peu de la magie. C'est quand un groupe qui travaille sur un projet, peu importe lequel, arrive à travailler vraiment avec bienveillance, respect, amour, écoute. Forcément, il se passe des choses. Que quand l'objectif de chacun de son côté, c'est performer ou ouais, on va y arriver, on est les meilleurs. Ou j'espère que moi j'aurai plus d'articles que les autres. Ou forcément, tu pars mal, quoi. Donc, on vous souhaite encore plein de beaux jours, de belles années avec la relève et la peste. Moi aussi, et puis je vous souhaite surtout de devenir mobile pour que vous veniez visiter le jardin Cofaille, que je vous fasse des initiations au surf et que je vous montre toutes les formidables alternatives qui existent dans la région basque-hollandaise. Écoute, cool. J'ai l'impression qu'on va devenir copains comme cochons. Faut qu'on fasse réparer les freins. Venez donc dans les Landes. Faut qu'on fasse réparer les freins. Désobéir au diktat de la performance. Avec grand plaisir. Et puis il nous faut une carte grise aussi. Je l'ai pas, la carte grise de la caravane. Ah ouais, donc on a quelques boulots. J'ai un cousin qui peut nous la faire. Va. Bon, Laurie, merci beaucoup. On t'embrasse très fort et on partage absolument tout ce qui est partageable sur la relève et la peste sur nos réseaux sociaux. Merci à tous les deux et puis je ne manquerai pas d'écouter tous vos autres podcasts également. Merci beaucoup, c'est trop cool. Bisous Laurie, à très vite. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.